Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, ravi de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus. Au travers de ces vidéos, il vulgarise la cybersécurité pour tous. Du danger du Wi-Fi public aux précautions à prendre pour se prémunir des virus informatiques. Micode aborde de nombreux sujets sur sa chaîne YouTube et on en parle dans un instant. Et puis c'est notre sujet du jour. Il y a un an, il nous présentait ici sur ce même plateau un projet ambitieux, celui de créer des classes immersives interactives. Aujourd'hui, cette solution est déployée dans plusieurs écoles. Alors quels premiers enseignements peut-on tirer de cette expérience immersive et peut-on aussi, grâce à la technologie et aux avancées en neuroéducation, redonner le goût d'apprendre aux élèves? On va en parler avec lui, Anthony Troublé. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à nouveau sur le plateau de l'école du futur. Vous êtes le cofondateur d'Aliade Éducation. On en parle dans un instant, juste après le focus. Chercher, comprendre, expliquer ou encore simplifier, voilà ce à quoi ressemble la chaîne YouTube de Michael de Mariave, un peu plus connu sous le nom de Micode. Cet addict de la technologie est notre focus du jour, signé aujourd'hui Jean Martineau. On a décidé de lancer une immense expérience statistique en envoyant plus de 10 000 CV à des recruteurs. L'objectif, répondre à 4 questions qu'on s'est tous déjà posées. Est-ce que c'est grave de ne pas avoir une orthographe irréprochable? Est-ce que sur sa photo, il vaut mieux être souriant ou plutôt sérieux? À quel point le fait d'avoir fait une grande école va vraiment augmenter les chances de passer la première sélection? Il traite principalement d'informatique, de cybersécurité et plus généralement des enjeux du numérique. Micode est une star d'Internet qui parle d'Internet. Véritable geek, il se passionne très tôt pour la programmation et le développement informatique. Il se lance sur YouTube en 2017. Il est alors en première année d'IUT. Offrant un contenu de vulgarisateur du numérique, il fait face à une concurrence quasi nulle dans le domaine et dès le lancement de sa chaîne, il pulvérise les compteurs. Ah ouais, carrément, je l'ai lancé en janvier et en avril, effectivement, on était à 200 000. Et je me souviens d'un seul week-end, par exemple, où on a pris 30 000 abonnés. Les abonnés augmentent à une vitesse grand V et sa chaîne YouTube devient incontournable. L'ascension est telle qu'un an après son lancement, la chaîne de Michael est référencée dans une publication du ministère français de la Culture, inventoriant les chaînes YouTube culturelles et scientifiques adaptées à un usage éducatif. Si vous avez eu des parents prudents, ils vous ont peut-être dit qu'il ne fallait jamais, au grand jamais, écrire son nom de famille sur Internet. Et effectivement, ça sonne comme une bonne idée. Si votre futur recruteur tape votre nom dans Google et vous voit arracher à votre asso étudiante ou tombe sur les posts gênants que vous faisiez au collège, c'est pas terrible. Vous pouvez toujours tenter de les faire supprimer. Mais comme on dit, Internet n'oublie jamais. Il y a tellement d'outils pour retrouver des contenus censés avoir disparu qu'il est plutôt prudent de prendre un maximum de précautions. Notamment, dès que possible, utiliser un pseudo ou au moins les initiales à la place de son nom de famille. Et effectivement, c'était une bonne idée. À une certaine époque d'Internet, à un certain stade de la technologie. Ce que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo, c'est que depuis relativement récemment, c'est devenu parfaitement inutile. Et que s'il reste quelques photos, dossiers de vous sur Internet, vous avez du souci à vous faire. Sans prétention de vouloir former qui que ce soit, mais simplement en voulant éveiller la curiosité et en apprenant quelque chose, Micode a su parler à son public. Il évoque de petites choses que peu de gens savent et pour lesquelles ils n'ont pas de temps à perdre, mais lui, si. Et nous, on se dit à très bientôt. Allez, autre chose maintenant. Imaginez une salle de classe où on ne se contente pas d'écouter une leçon, mais où on vit les apprentissages. Un voyage notamment à travers les planètes pour comprendre les saisons et la science, ou encore une plongée au cœur du corps humain pour explorer la biologie. Une classe où la curiosité est stimulée par des expériences interactives et où chaque élève, quel que soit son niveau, trouve sa place. C'est cette vision de l'école que porte Aliade Éducation, une entreprise qui mise sur l'innovation pour lutter contre le décrochage scolaire et réenchanter l'école. Alors avec quels résultats chez les élèves? On pose la question tout de suite à son fondateur dans la première partie du talk. Son fondateur, donc, avec nous aujourd'hui en plateau dans l'école du futur, Anthony Troublé. Depuis notre dernière rencontre ici sur ce plateau, votre projet, donc Aliade Éducation, est passé du concept à la réalité. Ça y est, avec des déploiements dans des établissements scolaires. Je voudrais donc profiter de votre retour, si vous le voulez bien, pour explorer cette évolution, discuter de vos perspectives aussi, de votre vision de l'éducation immersive, entre autres. D'abord, vous offrez donc une expérience pédagogique immersive qui plonge les élèves dans des univers, comme je l'ai dit, le système solaire ou le corps humain. Pourquoi c'était important pour vous, et c'est important aujourd'hui, de passer par l'immersion pour susciter l'engagement des élèves?
En fait, le constat de départ, c'est qu'aujourd'hui, un des vecteurs de reproduction sociale, c'est le fait que tous les enfants ne vivent pas les mêmes expériences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on est dans un milieu socio-culturel favorisé, eh ben, on a des parents qui vont davantage nous emmener dans des musées, ou vivre certaines expériences, ou voyager. Et notre intention depuis le début, c'est de se dire, OK, comment est-ce qu'on fait pour armer les enseignants, les écoles, les collectivités, pour faire vivre des expériences à tous les enfants, les mettre sur un pied d'égalité. Et en plus, on se rend compte qu'à l'aide des technologies immersives, on peut aussi aller au-delà. C'est-à-dire que voyager le système solaire, même si on est enfant de CSP+, c'est pas toujours très accessible. C'est vrai. Et donc là, ces technologies-là permettent de le faire, et en s'appuyant en plus sur des techniques pédagogiques performantes, c'est un peu en fait ce qu'on a essayé de recréer, c'est la sortie scolaire idéale, celle qu'on aurait rêvé de vivre nous en tant qu'enfants. On s'est dit on va essayer de la faire pour qu'un maximum d'enfants puissent les vivre. Une sortie scolaire au sein même de l'établissement, donc c'est ça. Voilà, l'objectif c'était de supprimer toutes les difficultés de l'organisation des sorties scolaires. Aujourd'hui, on sait que on a mené un sondage et il y a à peu près 8% des directeurs d'établissement qui considèrent que c'est encore pas trop compliqué d'organiser une sortie scolaire. Il y a 1000 freins et il y en a de plus en plus qui sont liés à de la logistique, à de la sécurité. Et donc, ici encore, on s'est dit que notre valeur ajoutée, c'était de supprimer ces difficultés. Et donc, on propose ça clé en main. On vient s'installer. Il y a juste à nous ouvrir une porte le matin d'une salle. On s'installe et ensuite, on accueille les groupes. Et voilà, et c'est clé en main. C'est facile. Alors, quels sont les retours, justement, les réactions des élèves, des enseignants lors de vos premières mises en place ? Il y a un an, on avait cette intuition que le dispositif était sans doute pertinent pour développer la curiosité et puis aider les enseignants. Aujourd'hui, on a pu faire vivre ces expériences à plus de 500 enfants dans différents établissements, dans des contextes qui sont assez variés, puisqu'on a pu aller à la fois dans des territoires ruraux, dans la commune d'Anor, à côté de la frontière belge, où on a un élu et une académie qui nous ont fait confiance très tôt. On a pu aller aussi dans une cité éducative à Paris, dans le 18e arrondissement, et puis dans une commune de banlieue à Meudon. Et en fait, ce qui est aujourd'hui très très gratifiant pour nous, c'est que les retours dépassent un peu nos espérances. C'est-à-dire que sur toute cette diversité d'applications, on a eu unanimement des retours des enseignants qui nous disent « Ok, c'est vraiment un vrai outil qui nous aide pour transmettre des concepts qui ne sont pas faciles à transmettre, pour développer la curiosité des enfants ». On sent qu'il y a une vraie reconnaissance sur le fait que des technos un peu premium arrivent et soient faciles à mettre en œuvre et accessibles pour eux. Et en parallèle, les enfants, de la même manière, on a été ravis de voir des yeux qui brillent quand ils découvrent ces concepts-là. On a des enfants qui, de prime abord, traînaient un peu les pieds parce que encore de la science ou des choses qui pouvaient, de prime abord, être un peu rébarbatives. Bien sûr. Et ensuite, qui ne voulaient plus sortir de la salle immersive. C'est quand même la meilleure des réactions et la plus belle des réussites, j'imagine, effectivement. Alors, c'est vrai que vous proposez des expériences immersives et interactives, mais l'école, en France, reste encore très attachée aux méthodes plutôt traditionnelles. Comment donc vous arrivez à convaincre ces établissements scolaires justement de passer au numérique et notamment via des dispositifs comme le vôtre ? Ouais, en vérité, on sent qu'il y a quand même un attrait assez fort. Nous, ce qu'on vend, c'est finalement pas une technologie, c'est plutôt une expérience. La technologie est un moyen de réaliser cette expérience, mais on n'a jamais mis en avant le fait qu'on avait telle ou telle technologie super high-tech. L'objectif, c'est vraiment, encore une fois, de faire vivre une sortie scolaire. Et donc, de ce point de vue-là, pour les enseignants, si on leur montre que dans la conception, on a mis tous les meilleurs efforts et on a impliqué les bonnes personnes pour créer quelque chose qui a une vraie plus-value pédagogique, et qu'ensuite, on les prévient sur le déroulé de sorte à ce qu'ils ne se retrouvent pas dos au mur à devoir assumer quelque chose sur lequel on ne les a pas préparés. C'est-à-dire que vous les formez aussi en amont ? En fait, on met à disposition un kit pédagogique en amont, qui est un petit livret qui explique ce qui va se passer pendant la séance immersive, sachant qu'en fait, l'enseignant ensuite a la possibilité de s'impliquer et nous, on avait à cœur que l'enseignant reste au centre du dispositif
dispositif, mais c'est pas plus compliqué que de montrer une vidéo de C'est pas sorcier, par exemple. D'accord. C'est-à-dire que l'enseignant a la possibilité de mettre pause pour étayer quelque chose parce que personne connaît mieux les élèves que leur enseignant. Et donc, s'il est nécessaire à un moment, s'il voit qu'un ou deux élèves ont tendance à décrocher ou à pas saisir un point, pause et on renforce. Il y a aussi dans chacune de nos expériences, il y aura une étape de recueil de conception initiale. Donc on aime bien mettre les enfants dans une démarche scientifique ou en tout cas une démarche d'exploration, de formuler des hypothèses. Donc là, c'est l'enseignant évidemment qui est le mieux placé pour recueillir ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est de ne pas sortir l'enseignant de sa posture d'enseignant. On sait aujourd'hui que c'est ce qui rend les enseignants les plus heureux, c'est de transmettre les apprentissages. Donc ça, nous, on a envie de s'engouffrer là-dedans et de leur donner juste les moyens de le faire dans les conditions rêvées. Et ces moyens, justement, avec une solution qui coûte moins cher, de ce que j'ai vu, qu'une place de cinéma. Comment vous arrivez à faire ça? Oui, depuis le tout début, on a, encore une fois, notre angle sur la technologie, c'est qu'elle soit abordable. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont des positionnements très différents sur le sujet, des positionnements qui peuvent être parfois premium pour aller toucher une niche qui a les moyens. Nous, l'angle, c'était de se dire depuis le début, depuis les premiers dessins, les premiers plans, il faut que la technologie soit abordable pour qu'on puisse proposer ça pour moins cher qu'une sortie scolaire. D'accord. Sinon, le projet n'avait pas de valeur. Depuis le lancement, vous avez développé de nouveaux thèmes ou sujets, nouvelles expériences aussi? Alors, on est en train de finaliser une expérience sur l'histoire pour le cycle 2. D'accord. Donc ça, moi, c'est un peu un combat personnel parce que personnellement, je suis passé à côté de l'histoire pendant tout mon cursus scolaire. C'était pas trop votre truc? Non, c'était pas mon truc. Et en fait, j'ai découvert ça tardivement en lisant des romans historiques. D'accord. Et en me rendant compte que si je développais un attachement émotionnel à des personnages, ça me donnait une dimension un peu différente par rapport à ça. Et donc, on a créé un contenu là pour le cycle 2. Donc, le sujet du cycle 2 en histoire, c'est de prendre conscience qu'il y avait des époques différentes avant et des modes de vie différents. Et donc, on propose aux enfants de voyager dans le temps, d'aller rencontrer des enfants qui ont vécu à différentes époques, donc la préhistoire, l'Antiquité, Renaissance, et de comprendre que leur mode de vie était différent, mais que finalement, ils ont aussi plein de points communs. Et on veut qu'ils ressortent de là avec 10 fois plus de questions quand ils retournent en classe. L'idée, ce qu'on comprend aussi, on va en parler dans la deuxième partie du talk dans un instant, c'est travailler sur cette notion de décrochage scolaire qui a toujours été aussi au cœur de votre mission chez Aliade Éducation. Malgré ça, la motivation intrinsèque d'un enfant, c'est un concept clé dans votre solution, mais c'est difficile à mesurer, notamment chez un enfant. Alors comment vous rendez ça concret? Quel changement de comportement ou d'attitude vous observez justement chez ces enfants qui participent à vos ateliers? Oui, alors à date, c'est pour l'instant très qualitatif. C'est-à-dire qu'on va interviewer les enseignants et les élèves à chaud juste après l'expérience et à froid quelques semaines après. L'objectif, effectivement, c'est d'évaluer s'il y a eu un impact sur le comportement, d'abord en lien avec la thématique qu'ils ont vécu, et pourquoi pas s'il y a du transfert qui se fait sur d'autres sujets, s'il y a une altération un peu de la posture globalement de l'élève. Alors on sait que aujourd'hui sur le sujet du décrochage scolaire et de la motivation, il n'y a pas de solution miracle. En un quart d'heure, on change totalement un état d'esprit. Mais pour autant, on voit aujourd'hui on a des anecdotes qui sont assez marquantes. Par exemple, une maman d'élève qui avait vécu l'expérience quand on était à Nord, donc dans un territoire rural, est venue nous voir le lendemain en nous disant c'est dingue, ce matin, mon fils qui a vécu l'expérience hier a piqué les boîtes de céréales pour construire le système solaire dans sa chambre. Et donc, on se dit que si des enfants ressortent de là en se disant ok, ce sujet de prime abord me semblait compliqué, mais en fait j'ai envie d'expérimenter, j'ai envie de poser des questions et de creuser, on a marqué un point. Et donc notre objectif à moyen terme, c'est de démarrer une réelle mesure d'impact, donc de démarrer une thèse au sein de notre entreprise, en lien avec un laboratoire, parce qu'il existe quand même des moyens de quantifier le développement de la motivation intrinsèque par à la fois des questionnaires, mais aussi des mises en situation. Typiquement, on peut l'imaginer assez facilement. Aujourd'hui, on coupe la classe en deux, et ensuite on fait vivre l'expérience à la moitié de la classe, et on met tous ces élèves dans une bibliothèque et on regarde lesquels vont aller spontanément chercher des livres sur cette thématique. Bien sûr.
Ça, c'est une façon de le faire et les labos qui travaillent sur le sujet ont plein de méthodos passionnantes là-dessus. Bon, on va continuer à en parler dans un instant, Anthony, si vous voulez bien. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est le Zap et c'est toujours l'œil de Jean Martineau. Cigarette butts are still the most littered objects in the world. 75% of them end up lost in nature, where their microplastics get into the ecosystem. This robotic solution targets butts specifically. It uses AI vision to find its prey, and then vacuums them up. Retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Anthony Troublé d'Aliade Éducation. Et on va lancer ensemble, si vous voulez bien, Anthony, la deuxième partie du talk. C'est parti ?
Anthony, en fin de première partie du talk, on en parlait, la France est l'un des pays européens où le décrochage scolaire est élevé. Pourquoi, selon vous, ce problème persiste-t-il malgré les plans successifs, les différents ministres aussi de l'éducation qui se sont succédés là, ces derniers mois? Qu'est-ce qui bloque, selon vous, qui est au cœur de ce marché-là, de ce système-là? Est-ce que c'est une question de moyens? Est-ce que c'est une question de pédagogie? Est-ce que l'éducation française et la manière d'enseigner que vous réinventez complètement n'est plus adaptée à cette nouvelle génération? Alors, je l'aborde avec pas mal d'humilité parce que c'est un sujet qui est vraiment complexe. Pour ce que j'en ai perçu, en tout cas, moi, j'ai eu l'occasion de suivre un DU de neuroéducation lors duquel j'ai côtoyé un grand nombre d'enseignants. Ouais. Et ça m'a rendu hyper admiratif. C'est-à-dire que pour avoir vécu, moi, travaillé pendant une quinzaine d'années dans le privé, je me dis qu'en fait, il n'y a pas 10% des gens que j'ai côtoyés dans le privé qui réussiraient ce métier d'enseignant dans ces conditions-là. Ouais. Donc voilà, un gros choc d'humilité et d'admiration et une grosse envie de les aider. Donc je pense qu'aujourd'hui, alors ma perception, c'est qu'évidemment, il y a un manque de moyens et de valorisation sociale des enseignants. Ça, les enquêtes le montrent. On observe que depuis 8 ans, le nombre de démissions dans l'enseignement a été multiplié par 6. Et les raisons qui sont évoquées sont... Alors, il y a un sujet de salaire qui est évident. Et d'ailleurs, on voit dans les enquêtes Teams et PISA qu'il y a une corrélation entre le salaire des enseignants et la performance des pays. Alors, une corrélation n'est pas cause, mais pour autant, c'est important de le souligner. Bien sûr. Et ensuite, il y a toujours le sujet de manque de moyens. Et de reconnaissance sociale. Donc nous, on a vraiment à cœur d'apporter notre contribution à ça. On a des enseignants qui contribuent au projet. Leurs contributions, elles sont majeures. Elles nous aident énormément. Et voilà, en retour, on a envie de les outiller. Et aussi, on parlait de réenchanter l'éducation, mais aussi de contribuer à réenchanter le métier d'enseignant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit que si on les équipe avec des moyens tech un peu premium, même si la tech, c'est pas notre première valeur, mais en tout cas, on leur permet de faire vivre des expériences avec des moyens qui sont valorisants. C'est chouette. Ça change leur métier aussi. En tout cas, ça y contribue, on pense. Et c'est le sens des retours qu'on a eu. Beaucoup d'enseignants étaient... plein de gratitude pour ce qu'on avait fait. Touché par ce que vous leur proposez. Alors, vous faites partie aussi d'un marché, le marché de l'EdTech, qui est à la fois, et c'est assez paradoxal, en plein essor, mais qui reste encore marginal, assez marginal en France par rapport aux pays anglo-saxons, à l'Inde, à l'Asie notamment. Qu'est-ce qui freine, selon vous, le développement de l'EdTech dans notre pays? Est-ce que, justement, c'est aussi des sujets financiers? Est-ce que c'est un sujet culturel? Comment vous l'expliquez? Je pense que dans la culture française, on a une culture cartésienne à laquelle je suis très attaché, mais qui a aussi certains revers. Et donc, on a une approche qui est très evidence-based en France, qui est saine. Moi, en tant que parent d'enfants qui sont dans l'enseignement, ça vous rassure qui sont dans l'école, ça me rassure de me dire qu'on ne les soumet pas à des dispositifs qui sont potentiellement pas pertinents. Mais par contre, derrière, évidemment, il y a des conditions d'accès au marché qui peuvent être parfois un peu compliquées. C'est là où nous, on a un positionnement qui est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on propose avant tout des sorties scolaires. On est convaincu que l'apport pédagogique est fort, mais... ça a déjà aussi une valeur en tant que sortie scolaire. C'est une activité qui est fédératrice parce que la classe vit vraiment ça en groupe. D'ailleurs, on est heureux de voir pendant la partie narrative que les élèves vont un peu échanger entre eux. Ensuite, dans les parties collaboratives, ça discute. C'est très vivant. C'est pas une séance. Les casques de réalité virtuelle ont plein de valeurs, mais pour le coup, on a un peu moins ce côté fédérateur. C'est une expérience très personnelle, très individuelle. Voilà, il y a plein de cas d'usage qui sont géniaux sur du geste technique, etc. Nous, pour le coup, dans le fait de vivre une aventure collective en groupe, une sortie scolaire, tous ensemble, on pense que le côté fédérateur est très chouette. C'est très différent, effectivement. Alors, dans le marché de l'EdTech aussi, les acteurs publics et privés doivent collaborer, en tout cas s'ils souhaitent se développer au maximum en France. Comment vous voyez justement cette coopération évoluer dans les années à venir? Est-ce que vous travaillez justement avec le ministère, avec des académies, ou est-ce que vous avez décidé de plutôt vous en tenir éloigné? On le fait et on le fera avec plaisir. C'est vraiment notre intention.
nous, notre cible, c'est que le dispositif, aujourd'hui, on a la conviction qu'il est pertinent, on va le mesurer, et l'objectif in fine, c'est qu'il touche le plus grand nombre d'enfants. À court terme, en fait, on a vraiment un angle terrain. Donc, on parle avec les collectivités. On se rend compte que les collectivités adhèrent parce qu'il y a un besoin. On parle avec les académies qui sont, notamment les inspecteurs et inspectrices académiques qui sont en lien étroit avec les collectivités. Et donc, on construit ces projets. L'idée, c'est vraiment qu'il y a une démarche avec le livret pédagogique dont on parlait, d'expliquer que, en fait, les problématiques que rencontrent les inspecteurs et inspectrices académiques, en fait, c'est celles aussi qu'on essaye de traiter. Et ce sont des problématiques que vous retrouvez à peu près partout sur le territoire? Oui, alors, de manière assez étonnante, elles sont un petit peu différentes quand même si on parle d'une cité éducative, d'un quartier prioritaire, d'une ville, typiquement de Paris, ou d'un territoire rural. Mais il y a un socle commun, évidemment. En fait, le sujet de la reproduction sociale est un sujet qui touche tous les milieux. Et aussi le sujet du bien-être des enseignants et de faire en sorte que l'enseignant reste acteur central de toutes ces activités qui sont potentiellement un petit peu périphériques. C'est des valeurs communes et dans lesquelles on s'inscrit totalement. L'éducation est fondamentale de notre société, de votre société à vous aussi. Alors, quelle est votre vision, Anthony, d'une éducation du futur, l'école du futur? C'est quoi les grands changements, justement, dans ces 10, 20, 30 prochaines années que vous envisagez? Aujourd'hui, on le voit, il y a un réel mouvement, et je le salue, sur les compétences psychosociales des enfants. Je pense que c'est primordial, et je suis ravi que ça devienne un sujet prioritaire. On voit aujourd'hui que beaucoup d'acteurs EdTech se positionnent sur cet angle-là. On voit aussi que de la part du ministère et du terrain, c'est un sujet qui monte en considération. Donc, j'en suis ravi. Je pense qu'on on apporte aussi une contribution à ça, de par notre approche de l'ouverture au monde, de comprendre la complexité du monde, apporter de la nuance, et puis embrasser cette nuance, cette complexité. Et voilà, donc une école du futur centrée sur les relations interpersonnelles. En fait, ce qu'on veut, c'est faire des citoyens heureux et éclairés, exactement. Parce que certains estiment effectivement que l'école doit cesser d'être un lieu uniquement centré sur la transmission des savoirs pour devenir justement un lieu de développement des compétences sociales, émotionnelles, créatives. De ce que je comprends, c'est ça aussi que vous imaginez, que vous poussez. Oui, exactement. En fait, et d'ailleurs, c'est ce qu'on explique sur notre dispositif. En une session 1 heure immersive, on ne va pas faire des enfants, des encyclopédies ambulantes sur une thématique. Le sujet n'est pas prioritairement la transmission de compétences et de connaissances, mais le développement de la curiosité. Et en fait, on a eu la chance de croiser Claudie Aigneret au tout début du projet, qui prend régulièrement des nouvelles du projet, qui nous disait moi j'aimerais qu'on fasse une génération d'explorateurs et de bâtisseurs. Et voilà, on adore cette dynamique, et on pense qu'en faisant vivre plein d'expériences, on contribue à ça. Claudie Aigneret, ancienne astronaute française dont on parle régulièrement d'ailleurs dans nos focus ici dans l'école du futur, comme quoi. Voilà, la boucle est bouclée. Merci en tout cas et bravo à vous, Anthony Troublé. Vous revenez l'année prochaine pour nous en parler. Avec grand plaisir. D'ici là, vous serez peut-être à l'international, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Aliade Éducation. Merci d'être venu parmi nous. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Merci à Édouard Degnaud d'avoir produit cette émission. Et puis nous, on se retrouve dès demain dans l'école du futur, toujours sur School TV et dès 12h30. D'ici là, passez une très bonne journée.